Reprise de cette Académie Sinopia, ici au siège de la région Hauts-de-France. Place maintenant à notre première table ronde autour d'une thématique liée à la jeunesse, le fil rouge de cette matinée. Pour discuter de la question de la jeunesse et de la solidarité, pour réfléchir aux meilleures méthodes afin de lutter contre l'exclusion des jeunes dans les territoires, j'accueille 4 intervenants. Anne-Denise Daho, directrice de Vivre les Mureaux, le capitaine de vaisseau Yann Briand, Jean-Charles Vattier en charge de la communication et du rayonnement de la Société des membres de la Légion d'honneur, et enfin Jean-Jacques Salone, directeur général d'Inditex France qui regroupe des marques comme Zara, Massimo Dutti ou encore Stradivarius. Bonjour à tous les 4, merci d'être là. En une phrase rapide pour commencer, successivement, les uns et les autres, l'un des facteurs de réussite d'un territoire, c'est savoir retenir ou bien savoir revenir, faire revenir ces jeunes. Pour moi, le facteur, c'est pas de retenir ou faire revenir, je pense que c'est les deux. D'accord. Pour les jeunes. Très bien. Moi, je pense que c'est de mettre l'intelligence, les énergies et les générations ensemble dans le but de bien commun. Yann Briand. J'aurais tendance à dire qu'effectivement, ce n'est pas une question de retenir ou de revenir, c'est de donner les moyens à un jeune ensuite de prendre son envol et qu'ensuite ses racines ne soient pas quelque chose qui le lie, comme ça a été dit dans les interventions précédentes, mais qui lui permettent ensuite de partir, que ce soit sur un bateau ou ailleurs. Mais donc le territoire, c'est là où il va effectivement prendre son envol, avec fier des racines effectivement qu'il aurait pu avoir à ce moment-là. Très bien, Jean-Jacques Salone. Et pour moi, c'est de faire confiance. Je pense que c'est la clé de la réussite pour des jeunes, c'est de leur faire confiance et faire confiance pour leur avenir et faire confiance dans le choix qu'ils peuvent faire. Alors partir, revenir, rester, le cas échéant, Anne-Denise Daho, vous êtes très bien placée pour en parler. Vous avez créé l'association Vivre les Mureaux en 2017, ça part d'une expérience personnelle. Vous êtes à l'époque en période de reconversion professionnelle. À ce moment-là, vous n'avez qu'une envie, partir, un réflexe de fuite, et puis brusquement, et un déclic, vous décidez de rester et de vous engager pour les Mureaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience ? Tout à fait, Geneviève. Cette histoire est vraiment la mienne. Donc, moi, je suis arrivée de Côte d'Ivoire, donc je suis récemment arrivée en France en 2004. Et j'ai travaillé dans des associations et à un moment donné, j'ai voulu repartir en entreprise parce que j'avais une expérience en entreprise d'où je venais. Et donc, j'ai repris mes études pour faire un MBA en audit et contrôle des gestions. Donc, fière de ce parcours, je me dis, je dois travailler, mais ailleurs, pas sur mon territoire parce que mon territoire, je le qualifierais de nul. Et j'ai rencontré du coup quelqu'un qui m'a dit, mais si tous on a ce discours de dire que nos territoires sont nuls, personne ne construira nos territoires à notre place. Donc essayons plutôt de proposer quelque chose pour construire nos territoires ensemble et pour pouvoir faire bénéficier d'abord nous-mêmes, ensuite nos enfants. Donc ce déclic est né vraiment de cette rencontre que j'ai eue avec quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on a monté et cofondé le pôle territoire de coopération économique, donc l'association Vive les Mureaux. Donc, territoire, votre objectif est extrêmement ambitieux, c'est territoire de plein emploi. Oui. Les Mureaux, territoire de plein emploi à échéance 2024. C'est par l'emploi qu'on retient les jeunes dans un territoire. Pas que l'emploi, mais il faut dire que nous, au niveau des Mureaux, c'est vraiment une spécificité parce que le taux de chômage est très élevé. Et ce que nous avons fait aux Mureaux, nous n'avons pas fait un constat de terrain pour énumérer tous les problèmes que nous avons parce qu'on connaissait un peu ces problèmes. On est parti plutôt de dire, dans chaque personne, il y a des compétences, il y a des ressources. Donc on va partir de ce que tout un chacun a comme potentiel et ensemble, nous allons construire notre territoire. Ensemble, nous allons transformer notre territoire. Donc notre approche, c'est différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Et ce qu'on a observé, c'est que beaucoup de jeunes n'étaient pas fiers de leur territoire. Donc, ils n'en parlaient pas. Dans leur CV, par exemple, ils ne faisaient pas allusion au territoire où ils venaient. Il y avait cette honte. Il n'y avait pas encore la fierté. Il y avait vraiment cette honte de dire « je viens des Mureaux ». Pardon, je vous interromps. Ils ne le mettent pas dans leur CV parce qu'ils n'en sont pas fiers ou ils ne le mettent pas dans leur CV parce qu'ils estiment que ça va être un frein à l'embauche de venir de ce territoire-là? Je pense que c'est les deux. Parce qu'ils n'étaient pas fiers eux-mêmes, parce qu'ils ne connaissaient pas leur territoire. Et deuxièmement, c'était aussi un frein, parce que les personnes qui connaissaient le Muro, mais surtout au travers des médias, trouvaient que c'était pas un territoire, un bon territoire. Donc du coup, ces deux éléments faisaient que les jeunes ont décidé tout simplement de ne pas faire apparaître leur lieu de résidence sur le CV. Et donc du coup, on avait beaucoup de jeunes qui cherchaient comme moi cette fuite d'aller ailleurs, parce qu'on pensait que l'herbe était plus verte ailleurs, donc d'aller ailleurs et de travailler. Et donc
donc nous, on a commencé à réfléchir en disant aux jeunes, vous pouvez venir des Mureaux, les parents sont issus de l'immigration et autres, venir des Mureaux, faire un beau parcours et parler des Mureaux avec fierté. Donc c'est ce qu'on essaie de porter aujourd'hui. D'accord. Donc vous avez mis en fait en relation, très concrètement, vous mettez en relation des jeunes et des entreprises pour générer de l'emploi. Ça marche comment? C'est quelle méthode? Très souvent, quand on parle de rencontres de jeunes demandeurs d'emploi et de chefs d'entreprise, c'est lors des recrutements. Et on sait que c'est des moments de stress pour les deux parties. Le chef d'entreprise est stressé parce qu'il recherche le bon candidat, très souvent le mouton à 5 pattes. Et le jeune recherche aussi la bonne entreprise. Donc on arrive en entretien d'embauche et on est tous les deux stressés, voire très perturbés. Nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est tout simplement des moments de rencontre où le jeune va découvrir le chef d'entreprise, apprendre à connaître les réalités d'un chef d'entreprise, identifier les difficultés qu'a un chef d'entreprise à recruter un bon candidat ou le bon candidat, et ensuite amener le chef d'entreprise aussi à voir cette transformation au niveau de son appréhension de ce que c'est qu'un jeune des quartiers et de se dire que dans les quartiers aussi, il y a du potentiel, il y a des compétences qui gagneront tous, en tout cas, à faire valoriser, à faire connaître. Et donc, on organise des repas, très souvent, des repas où on met en face du jeune un ou deux patrons. L'idée, c'est vraiment de manger, vraiment tranquillement, et de se connaître. Et d'échanger, comme on le dit souvent, plus si affinité. Donc, on ne demande pas aux chefs d'entreprise de venir avec une liste de postes à pourvoir ou aux jeunes de venir avec le meilleur des diplômes, mais de venir, comme disait, je ne veux pas citer une marque, mais voilà, venez comme vous êtes et installez-vous, apprenez à vous connaître et puis on verra après pour la suite. Et très souvent, on se rend compte que les patrons découvrent donc des jeunes qui ont du potentiel et ils se disent, avant d'arriver ici, c'est sûr, j'allais pas penser à le recruter, mais après cette rencontre, j'ai d'abord découvert une personne avec des qualités et ensuite j'ai envie de la prendre soit avec moi ou à ouvrir mon réseau pour recommander cette personne. Donc on se rend compte que des personnes qui arrivent très souvent sans réseau, parce que c'est aussi une des réalités des jeunes de ces territoires, il n'y a pas de connaissance parce que le papa ne connaît pas le directeur de l'entreprise X et Y. Donc ces jeunes grandissent sans réseau. Et quand on se retrouve au stade de chercher un emploi, mais du coup ce frein vient encore remplir la caisse de frein que traîne ce jeune. Donc en sortant de ces repas, il se retrouve avec 3 contacts, voire 6, parce qu'il nous arrivait de mettre 2 patrons en face du jeune. Et donc, on commençait comme ça à développer un réseau, mais un réseau où on connaît quand même la personne. C'est pas juste, il m'a envoyé un CV et je l'ai mis dans le tiroir, mais j'ai pris le temps d'échanger la personne et je me rends compte que j'ai une belle personne en face de moi et que j'ai envie d'aider. Merci, je reviens vers vous un petit peu plus tard. Capitaine Yann Briand, l'armée et la jeunesse, c'est des mots qu'on associe très facilement, en fait, volontiers, d'abord parce que souvent les militaires sont jeunes, la carrière d'active est assez courte, et puis l'armée se tourne toujours très souvent vers la jeunesse, beaucoup vers la jeunesse. Dans la marine, vous accueillez des jeunes de toutes sortes, certains sans qualification. Au total, combien de jeunes par an et de quel territoire viennent-ils? Est-ce qu'il y a des territoires spécifiques, de territoires difficiles comme de territoires faciles? Alors pour répondre tout de suite à votre question des territoires, je m'appelle Yann et je suis breton, donc ça pourrait vous donner une première réponse. Yann, oui, pardon. Pour autant, non, on accueille bien évidemment des jeunes de tous les territoires et peut-être aussi des territoires dont vous venez de parler, je pense. Oui. J'avais un slide qui me permettait d'illustrer un peu ce propos qui peut éventuellement être diffusé, qui parle effectivement de cet escalier social que les armées proposent. Voilà, exactement. Alors j'aurais pu vous abreuver de chiffres, dire que la moyenne d'âge dans la marine, et je vois mes camarades des autres armées, je pense que c'est à peu près pareil, c'est 29 ans. Armée très technique, donc on pourrait penser effectivement qu'il faut arriver avec de bardés de diplômes. C'est vrai pour certains postes, c'est beaucoup moins vrai pour d'autres. Donc on recrute de Bac+5 à des jeunes sans qualification. Et j'ai trouvé cette citation de Bernard Giraudot, qui a commencé par l'école des Mousses, assez illustrative finalement de l'opportunité qu'on peut offrir pour ces jeunes qui sont en situation, pas tous, mais pour certains qui se cherchent un peu, voire en situation d'exclusion. Et ces images vous les illustrent un peu finalement comment on réussit ce petit miracle de faire d'un jeune qui est un peu perdu, qui n'a pas de réseau par exemple, et bien au bout de 2 mois, un vrai marin qu'on envoie sur le porte-avions accroché aux catapultes des Rafales. Vous aussi, vous évoquez donc la question du réseau. C'est quelque chose d'essentiel de créer un réseau en termes d'inclusion.
Je pense pas, en fait. Là, c'est plutôt aux armées. C'est nous qui faisons l'effort, effectivement, d'aller vers ces jeunes sans nécessairement de réseau. Et alors, quand on reçoit ces jeunes un peu perdus, moi, je commandais précédemment la base aéronavale de Hyères, donc je voyais arriver ceux qui étaient à l'école du personnel de Pont-d'Envoi. Ils arrivent en jean, un peu perdus, sans trop savoir. Certains partent assez vite parce qu'ils comprennent que c'était pas fait pour eux, mais beaucoup d'autres restent. Et ils restent parce que, alors, les armées, c'est le goût de l'effort. On voit ces jeunes qui courent sous la pluie, c'est sans doute en Bretagne. C'est la discipline, bien sûr, mais c'est aussi le respect. Et alors, quand on dit le respect, c'est un mot comme ça, finalement, comment on peut l'incarner? Le choix qu'on a fait, vous le voyez dans ces deux photos, c'est de faire remettre les diplômes par des hautes autorités de la marine. Là, vous avez l'amiral qui commande l'aéronautique navale, qui remet des diplômes à ces jeunes. Et sur cette photo à gauche, c'est dommage, on ne voit pas les mamans des jeunes femmes et jeunes hommes, mais généralement, elles ont les yeux tout rouges, elles pleurent. C'est la première fois qu'on dit que leur gamin a réussi à faire quelque chose de bien dans sa vie. Et c'est un amiral qui leur remet leur diplôme. Vous voyez l'école des mousses, là où ils jettent leur bâchi. Donc ce respect est vraiment quelque chose d'important, qui marche et qui marque ces jeunes. Ce matin est évoqué ici la quête de sens, en disant que les jeunes, effectivement, n'ont pas beaucoup changé en termes de volonté d'engagement, sauf qu'ils ne trouvent pas la manière de l'engagement, politique notamment. Et bien cet engagement, cette quête de sens, elle est assez simple dans les armées, à un moment où le contexte géopolitique est ce qu'il est, avec un tempo extrêmement frénétique et des menaces assez importantes. Les jeunes comprennent très bien qu'on va pouvoir apparier pour aller pister un sous-marin russe, pour aller encore, comme cette semaine, récupérer 1 tonne de cannabis au large du Yémen. Donc le sens est assez évident. Et dernier point, sur lequel il me semble important d'insister, c'est l'escalier social de l'ensemble des armées. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui maintenant sont faites de cadres de très haut niveau et d'opérateurs, mais qui jamais n'arriveront aux postes les plus éminents. Nous, ces jeunes, vous voyez ce gamin là, qui se pose des questions visiblement dans cette image en haut à gauche, là, et ben, s'il fait le travail, s'il fait le job, dans 10-15 ans, il sera officier marinier supérieur. Et si véritablement il a des compétences rares, il pourra effectivement accéder à des rôles, à des postes d'officier. Donc cet escalier social, ce sens et ce respect, c'est vraiment, je pense, ce qui fait que ce petit miracle marche. Après, est-ce qu'il est transposable, c'est une autre question, mais il fonctionne. Jean-Jacques Salone, Inditex, donc Zara, je le disais, Massimo Dutti, Stradivarius, leader mondial de la confection textile. On connaît mieux les marques de vêtements que Inditex. La spécificité du secteur de la mode, c'est la jeunesse. Ça s'adresse à la jeunesse, la mode. Est-ce qu'on crée de la cohésion autour de codes vestimentaires ? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas. Salin, excusez-moi. Je pense qu'effectivement, la cohésion, elle peut se créer autour de plusieurs sujets. L'habit en fait partie. On s'aperçoit que les habitudes de s'habiller d'une certaine façon permettent aux gens de se reconnaître. Oui, je pense qu'effectivement, c'est le cas. Hein. Donc oui, sans aucun problème. Est-ce que la fracture entre les générations, à vos yeux, c'est l'un des principaux freins à la cohésion dans un territoire ? Alors, déjà pour expliquer un peu Inditex et Inditex France qui nous sommes, oui. Donc on a 10 000 salariés avec une moyenne d'âge qui est relativement jeune. 99% de nos cadres sont issus de la promotion interne et donc répondent parfaitement bien à cet aspect d'ascenseur social dont parlait le commandant Vaisseau. À côté de cela, on est présent sur l'ensemble du territoire avec des magasins et les jeunes qui rentrent dans notre entreprise rentrent sans aucun critère discriminant puisque à l'entrée, on ne demande ni leur parcours, ni leur diplôme. On fait confiance aux individus et ainsi ils peuvent évoluer. Donc je dirais que, partant de ce principe, la cohésion des territoires, pour nous, c'est un élément essentiel, puisqu'elle s'inscrit par le fait de la population que l'on recrute. Je pense que Madame, tout à l'heure, avait raison, et que le problème des réseaux est un problème important pour des jeunes aujourd'hui pour pouvoir évoluer dans des entreprises, et qu'au sein de notre entreprise, nous, on essaye de faire en sorte d'abattre justement ces problématiques et de faire en sorte que les réseaux, ils l'aient automatiquement par l'entreprise elle-même et qu'ils puissent ainsi évoluer au sein d'elle-même. La problématique en termes de cohésion, c'est la même pour une entreprise que pour un territoire, à une échelle différente ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, la société française, elle est relativement fracturée. Il est important qu'au sein d'une entreprise, cette fracture qui existe ne soit pas présente. Donc pour cela, et je vais prendre le cas de l'entreprise dans laquelle j'interviens, on essaye de faire en sorte que tous les jeunes, quel que soit leur milieu, quelle que soit leur origine, quelles que soient les problématiques auxquelles ils sont confrontés, puissent rentrer dans cette entreprise et pouvoir évoluer sans aucun problème. Je pense que la cohésion au sein d'une entreprise se fait par rapport à la façon dont le management est organisé et la façon dont les personnes peuvent se reconnaître, peuvent évoluer.
La différence avec un territoire, c'est-à-dire que, et je vais prendre l'exemple, dans nos magasins, on a aujourd'hui 105 nationalités différentes. Vous voyez, sur Zara France, 105 nationalités différentes. Et tous, sans aucun problème, cohabitent, alors qu'ils n'ont pas forcément les mêmes religions, les mêmes origines sociales ou autres, et que je pense que l'entreprise a une responsabilité dans cette cohésion. Il est important qu'au travers de ce qu'ils vivent au quotidien, ils ne soient pas justement confrontés aux mêmes problèmes que ceux qu'ils connaissent dans leur quartier ou autre. Donc on a des jeunes qui viennent de quartiers favorisés, défavorisés, on a des jeunes qui sont réfugiés politiques, qui sont issus de l'immigration, des jeunes en situation de précarité. On essaie d'intégrer tout le monde avec la même intelligence et faire en sorte qu'ils cohabitent. Donc le problème de la cohésion de l'entreprise, pour moi, il est fondamental. C'est-à-dire que si tous ces jeunes arrivent à cohabiter ensemble en bonne intelligence, ça montre que c'est possible. Et je vais donner un exemple, deux exemples à cela. Il y a eu les problèmes de banlieue qui se sont posés il y a quand même quelques années. À l'intérieur de nos magasins, on n'a eu aucun problème qui ne se présentait. Et régulièrement, la presse fait la une des problèmes de tension entre telle ou telle communauté. Au sein de nos magasins, aucune tension n'est présente. Pourquoi ? Parce que derrière, je pense qu'on essaye de transmettre un vrai modèle. Le fait qu'une personne rentrant dans notre entreprise peut évoluer. Alors je vais faire un parallèle peut-être avec l'armée qui va être un peu fort, mais je pense qu'effectivement, dès lors qu'un jeune rentre et qu'on lui fait confiance et qu'il peut démontrer qu'il a la faculté, la capacité de s'investir, certains ayant appris les codes au travers de l'université, d'autres ne les ayant pas appris, le but, c'est que tous aient la même chance d'évoluer au sein de cette entreprise. Et c'est le cas chez nous, et c'est pour ça qu'on a 99% de nos cadres qui sont issus de la promotion interne, en sachant qu'à chaque fois qu'on promeut quelqu'un, on ne regarde jamais ni son diplôme, on regarde juste si c'est une personne bien. Et si c'est une personne bien, qui a fait ses preuves, qui a évolué au fur et à mesure, on va lui donner l'opportunité de démontrer. Voilà. Merci. Eh bien, écoutez, on va parler de la Société des membres de la Légion d'honneur avec vous. Vous avez également un engagement associatif de 30 ans chez ATD Quart Monde. On en parlera également, chargé de communication et du rayonnement de la SMLH. On regarde une petite vidéo qui va nous présenter la SMLH. Dans cette étude réalisée par ELAB pour la Société des membres de la Légion d'honneur, nous abordons la question centrale de la solidarité intergénérationnelle. D'abord, c'est un terme qui parle à une très grande majorité de Français. 85% nous disent qu'ils savent bien de quoi il s'agit quand on évoque cette question. À quoi ça correspond, la solidarité intergénérationnelle ? Comment ça se pratique ? D'abord, ça veut dire pour les Français, quel que soit leur âge, la transmission. Pour 3/4 des personnes interrogées, la solidarité intergénérationnelle, ça passe par transmettre de la mémoire, transmettre des valeurs, transmettre des savoir-faire, transmettre aussi, bien sûr, des savoir-être. Ensuite, c'est aider en matière de service, aider en matière de temps. Et puis, c'est enfin partager des moments pour des activités culturelles, des moments pour des activités associatives ou sportives. C'est bien cette transmission qui apparaît comme la raison d'être de la solidarité intergénérationnelle. Par exemple, 3/4 des Français pensent que les seniors sont une richesse qui est mal utilisée dans notre pays aujourd'hui. La solidarité intergénérationnelle, c'est aussi des activités, un quotidien très, très concret. Les rencontres intergénérationnelles, le développement d'activités culturelles en maison de retraite, l'accompagnement scolaire et professionnel des jeunes par les seniors, le développement, on sait que ça commence à se développer aujourd'hui, le développement des habitats intergénérationnels. Toutes ces pratiques quotidiennes donnent écho et résonnent dans l'esprit des Français pour montrer que la solidarité générationnelle, ce n'est pas un concept, mais ça peut être un vécu au quotidien. Donc ça, c'est une étude que vous avez réalisée avec Bernard Sananès, qu'on a vu à l'image, le baromètre de la solidarité intergénérationnelle. Quels grands enseignements vous en tirez, vous ? C'est un scoop parce que vous l'avez en avant-première. Il n'est pas encore publié officiellement. Il n'a pas été présenté par l'amiral Alain Col-de-Fie, vous voyez, qui était à Rome hier. Donc je vous fais un peu ce petit cadeau pour introduire le propos. Je voudrais simplement indiquer à toutes les personnes qui participent que la Société des membres de la Légion d'honneur, c'est mieux que l'acronyme, fête cette année son centenaire. Fête son centenaire, fait partie des très nombreux acteurs associatifs. Il y a plus d'1,5 million d'associations en France. C'est le secteur. Alors, s'il y a effectivement une abstention record au niveau des votes,
le milieu associatif est un des domaines, un des secteurs les plus dynamiques qui soit, parce qu'il y a plus de 70 000 associations qui se créent tous les ans en France. Il y a 13 millions de Français qui sont impliqués dans des associations. En 10 ans, le secteur associatif est quasiment doublé. Donc il y a quand même une très grande générosité, et moi je voudrais dire ce matin et saluer finalement cet engouement et cette volonté. Et la SMLH a été créée à 100 ans, en fait, au moment de la Grande Guerre, avant le système mutualiste, pour venir en aide finalement aux gueules cassées, à toutes les décorés Légion d'honneur qui étaient dans la pauvreté et dans la misère. Aujourd'hui, notre projet il a évolué. On est tourné résolument depuis quelques années sur la jeunesse, avec des actions concrètes. Et en fait, notre association elle est relativement discrète, parce qu'elle compte 45 000 membres actifs dans toutes les régions, dans tous les territoires. Et ces personnes agissent au quotidien dans des actions d'accompagnement de jeunes méritants, donc de gens qui n'ont pas les clés. Donc Anne-Denise, Yann et Monsieur Salone vous expliquaient que la question du réseau, c'est une question absolument capitale. Et nous, nos décorés qui ont ce réseau, qui ont été reconnus pour leurs mérites éminents, mais dans et c'est le secret de l'ordre de la Légion d'honneur, c'est de toute la représentation de la société française dans sa diversité. Ces gens-là ont le réseau et effectivement ont les clés, donc aident ces jeunes méritants. Nous avons énormément d'actions dans les établissements d'enseignement, donc à travers effectivement la transmission de la citoyenneté, vous voyez, des actions très concrètes comme cela, et puis des gens aussi pour les accompagner dans la naturalisation. Donc cette association est très agissante et effectivement montre sur les territoires l'importance de ce lien. Et donc très tournée vers le lien intergénérationnel quand même. Exactement, dire ça comme et ça. la jeunesse. Et la jeunesse. 45 000 membres actifs, hein, on donne un chiffre. 46 membres actifs, dans 600 comités et dans 63 pays dans le monde. Dans le baromètre de la solidarité intergénérationnelle, il y a un chiffre qui m'a marqué, 15 à 18% des Français qui n'ont personne sur qui compter. Oui. 15 à 18% des Français qui n'ont personne sur qui compter. C'est absolument vertigineux. Bah oui, mais quand vous voyez les chiffres de la pauvreté, il y a plus de 9 millions de personnes en situation de grande pauvreté. Vous avez donc 7 millions de personnes qui sont en situation d'isolement. Donc c'est bien révélateur. Et nous, on a fait ce baromètre parce que on s'est dit, certes, on fête nos centenaires, mais il faut quand même qu'on donne du sens et qu'on ait un cap. Ça s'appelait au marin. On a un amiral à la tête de la SMLH. Donc il faut qu'on ait un cap et qu'on y voit clair et qu'on ait un peu d'épaisseur intellectuelle, pardonnez-moi, mais quand on veut contribuer au débat public, apporter des idées et savoir où on peut agir, il faut un peu réfléchir. Donc on a confié à ELAB effectivement ce travail qu'il a fait cet été, et vous en aviez en avant-première ce matin une des vidéos. Hein. Oui. Vous, votre engagement associatif plus largement de terrain vous a convaincu d'une chose, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour l'inclusion. C'est dans les territoires que ça se joue et nulle part ailleurs. En fait, c'est la loi de 1998 portée par Geneviève de Gaulle. J'étais très ému ce matin quand Thierry Baudet a parlé du père Brzezinski, parce que vous voyez, finalement... ce mouvement, il est extraordinaire, parce qu'il y a 2 ans ici, j'étais à l'Assemblée Générale dans ces murs, dans ces locaux. En fait, la force de ce mouvement, c'est de faire corps, de faire société avec les personnes les plus pauvres. Et la loi de 98 instaure pour la première fois la participation des plus pauvres aux politiques publiques qui les concernent. Ça, c'est capital. C'était une rupture institutionnelle, donc voulue par les gouvernements de l'époque. Alors, Juppé, puis ensuite Aubry, parce qu'il y a eu là... D'accord. Voilà, et donc en fait, et donc droite-gauche confondue. C'est pas un combat qui appartient à un parti politique, la lutte contre la pauvreté. Ça appartient à tous les Français et à toutes les personnes de bonne volonté. Et donc, en fait, la force du mouvement TDK Monde, c'est de faire en sorte que ce soit les personnes les plus pauvres qui parlent des choses qui les concernent et de faire corps. Donc, avec un engagement de personnes qui sont dans la radicalité, qui sont des volontaires permanents, comme il y a des compagnons chez Emmaüs, mais c'est exactement pareil, qui perdent un engagement de longue durée, des alliés, dont je fais partie, et puis les militants qui vivent effectivement cette situation et qui ont une énergie, une intelligence, une force sur laquelle il faut absolument se reposer. Et je vois Olivier Duchutter, qui est le représentant spécial des Nations Unies sur ces questions de lutte contre la pauvreté, a pris son bâton de pèlerin il y a 2 ans pour faire le tour du monde et dire il faut absolument de plus en plus dans tous les pays s'appuyer sur les personnes les plus pauvres. Et avec la pandémie, mais je peux vous dire que tous ces sujets-là ont pris encore plus d'ampleur. Parce que l'accès au vaccin, pour les populations qui n'ont pas accès au vaccin, il y a énormément de populations qui n'ont pas accès au vaccin, on voit bien qu'il faut absolument associer les plus pauvres
Et c'est là où il y a, je dirais, ça ne vous appartient pas qu'à ATD Quart Monde, mais ATD Quart Monde a un peu montré le chemin dans ce domaine. Voilà. Et vous voyez que je suis toujours aussi passionné et engagé. Voilà. Et la Société des membres des Légion d'honneur regroupe comme ça toutes ces volontés, ces énergies et ces souhaits de faire bouger la société. Merci. Donc Anne-Marie Daho, je reviens vers vous. Au-delà de l'emploi, est-ce qu'il y a une dimension de fierté d'être ce que l'on est ? Vous avez évoqué à un moment, quand on préparait cette journée, la journée Vivre Ensemble. Une fois par an, une quarantaine d'associations que vous valorisez au Murau. Vous en dites un mot ? Tout à fait. On est parti vraiment du constat du terrain, comme je l'ai dit d'entrée. Donc sur le territoire des Mureaux, c'est quand même une ville de 32 000 habitants avec une centaine de nationalités. Et très souvent, cela est présenté comme étant un handicap, de dire venant de différents horizons, c'est ceux qui vont jamais s'entendre, voilà. Et donc nous, on prend le contre-pied de dire effectivement, on vient de différents horizons, mais nous avons un bien commun, c'est le territoire. Et donc nous avons intérêt, en tout cas, à vivre en cohésion sur ce territoire pour notre bien à nous. Donc nous avons mis en place une journée qui s'appelle la journée du bien vivre ensemble. Donc c'est une journée festive des Mureauiens où elle est construite avec une quarantaine d'associations du territoire. L'idée, c'est vraiment de valoriser toutes ces actions, de les mettre en exergue, de les faire connaître et du coup de permettre à toutes ces personnes qui imaginent que le territoire est nul et que voilà, il faut vite le fuir, de se rendre compte qu'il y a une richesse. Et au travers de ces actions, on voit aussi des acteurs très engagés qui sont pour le changement et la transformation de leur territoire. Et le regard a changé ? Le regard des jeunes sur leur territoire, justement, il s'est modifié. Le regard commence à changer parce que quand on a commencé ce projet, l'idée, ça a été d'interroger les jeunes des Mureaux. Et on leur demandait comme ça, imaginez-vous, votre ville devient touristique. Bon, beaucoup nous ont ri au nez en disant, quand on parle de tourisme, on voit d'abord Paris. Et on leur a dit que le tourisme, c'est pas seulement la Tour Eiffel parce qu'on n'a pas les moyens de la reproduire, mais c'est surtout de se dire qu'on a quand même sur le territoire des personnes ou des initiatives qui peuvent être inspirantes. Donc aujourd'hui, on propose un tourisme qu'on appelle expérientiel. Donc c'est une invitation que nous lançons à toutes les personnes qui ne connaissent pas le territoire, de venir, de vivre ce qui se passe sur les Mureaux. C'est pour ça que l'association s'appelle Vivre les Mureaux et non Vivre aux Mureaux. Donc venez vivre ce qui se passe aux Mureaux, de s'en inspirer et de se dire que si ça se fait aux Mureaux, si ça réussit aux Mureaux, c'est que c'est possible ailleurs. Et les jeunes aujourd'hui en sont fiers et on a comme ça une action qui a été à l'initiative d'un jeune en lui posant la question de se dire demain le territoire change, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ? Et il nous a dit, si vous avez des touristes et que vous voulez qu'ils reviennent sur le territoire, il faudra leur faire goûter le plat de nos mamans. Elles sont les seules à le faire. Et on a développé du coup avec l'application Eat to Ease, donc Mangeons Ensemble, cette rencontre. Donc on invite des chefs d'entreprise en l'occurrence à venir manger dans leur famille au bureau, histoire de créer la rencontre et surtout de les amener à changer leur manière de recruter. Alors, s'il y a de la tiéké, vous m'invitez, hein ? D'accord ? Donc, la tiéké, c'est une semoule C'est une semoule ivoirienne. Capitaine Yann Briand, est-ce qu'il y a de nouveaux métiers dans la marine liés à l'espace ou au cyber ? Est-ce que vous formez, vous, les jeunes, à de nouveaux métiers ? Alors oui, c'est une belle opportunité, c'est aussi un défi incroyable. On a 50 métiers différents au sein de la marine. Je pense que c'est la même chose, au moins dans l'armée de l'air, qui est aussi très technique. Donc ça fait beaucoup de micro-filières. Donc pour nous, c'est une situation assez complexe à gérer. En revanche, c'est extrêmement enthousiasmant, je pense, pour un jeune qui pourra effectivement se retrouver aux commandes d'un Rafale, partir effectivement plonger et peut-être plonger prochainement à 3000, 6000 mètres pour intervenir, au moins piloter un drone qui, lui, ira à ses profondeurs, puisque ce qu'on appelle maintenant le seabed warfare, la capacité à maîtriser ce qui se passe sur les fonds marins, est un vrai espace de lutte. L'espace, bien sûr, est un sujet, on ne peut pas intervenir sans s'intéresser à nos satellites, aux satellites d'autres compétiteurs. Et puis, il y a des métiers plus traditionnels. Vous vous retrouvez plage avant à tirer sur les boots alors que les vagues arrivent à peu près au-dessus de vos têtes au large des Kerguelen, ce que j'ai pu vivre avec mon bateau. Donc oui, une cinquantaine de métiers, oui, ce qui fait un parcours assez divers. Et la marine a eu l'intelligence de permettre des passerelles. C'est-à-dire qu'un jeune qui rentre en se disant je vais commencer par faire fusilier marin, eh bien, au bout de quelques années, pourra effectivement changer et passer sur autre chose au sein de la marine. Chez Inditex, il y a de nouveaux métiers aussi.
Oui, on est dans un monde qui évolue énormément. Hein. Le numérique est en train de prendre une part importante. La cohésion, justement, qui peut exister entre les sites internet et les magasins physiques sont des enjeux, sont de nouveaux enjeux. Donc, ça donne de nouveaux métiers aussi pour ça. Oui, il y a une remise en cause permanente. Et je pense que les métiers de demain ne sont pas ceux qui sont encore créés. Donc, dans la société civile, c'est comme à l'armée. On invente des nouveaux métiers pour demain, sans problème, bien sûr. Alors, l'intergénérationnel, pour vous, c'est, Jean-Charles Vattier, c'est ces Olympiades de la jeunesse dont vous allez nous dire un mot. Lors des 100 ans, justement, de la Société des membres de la Légion d'honneur, vous avez eu cette idée? On s'est dit qu'il fallait effectivement contribuer à ne pas créer de tensions entre les générations. Donc, on a lancé dans toutes les régions de France, d'outre-mer et du monde, en fait, une grande compétition digitale qui s'est tenue pendant 6 mois et dont l'aboutissement était une journée à l'Hôtel National des Invalides, avec tout un tas d'entreprises, de partenaires qui, à travers les différentes valeurs de la Légion d'honneur, ont effectivement challengé toute la journée toutes ces équipes. Il y avait plus de 1000 jeunes qui étaient présents. Et avec ensuite la remise des prix de l'apprentissage dans la journée. Et cette journée a démontré combien on pouvait être confiant dans la jeunesse. Et dans cette jeunesse, vraiment, mais de tous les horizons sociaux, professionnels, et donc dans la diversité la plus grande. Et donc, nous, ça nous donne un enthousiasme et une confiance dans l'avenir extraordinaire de voir que finalement qu'on fait confiance, et j'ai bien aimé ce mot de confiance, qu'on fait confiance, tout est possible. On a en retour quelque chose. Tout est possible. En fait. Tout est possible. Tout redevient possible. Alors, on me dit que Thierry Fouquet aime la constellation, va venir. Bonjour Thierry, bienvenue. Venez. Vous êtes cordialement invité. Donc avec Julie de l'association Les Parcs, c'est ça? Donc vous allez nous présenter la nappe monde. Voilà. C'est vrai que la liaison est un petit peu compliquée avec les salles de la région, donc ça va être plus simple. Pas très loin, hein. Vous étiez juste à côté. Quelques dizaines de mètres. Alors je ne sais pas si vous avez entendu le début, l'explication. Non, mais très mal, donc reprenez tout. Donc très vite, Julie, on va reprendre peut-être. Alors peut-être se mettre. Oui, dans ce sens-là. Voilà, ça va pour les caméras. Julie, nous redire en quelques mots le sens de cette association Les Parcs, hein, parce que on disait depuis ce matin que l'innovation devait être au rendez-vous de cette cohésion des territoires, et peut-être que la création de la cohésion peut aussi passer par le geste artistique. C'est tout l'enjeu des parcs. Alors, vous savez ce que c'est les parcs? Des divinités de l'Antiquité grecque. Des divinités. Très bonne réponse. C'est le jeu des 1000 euros. Alors, pourquoi avoir choisi ce nom et quel sens il y a derrière le sens de cette association, les parcs? Donc moi j'ai fait les beaux-arts à la base, donc je viens pas du tout du milieu de la concertation ou ce genre de choses, et donc je voulais utiliser l'art comme vecteur de lien social. Ayant grandi dans le 13e arrondissement à Paris, le quartier des Olympiades, j'expliquais tout à l'heure qu'a été mis à l'honneur par Audiard récemment, j'ai cherché un nom en lien avec les actions que je menais et les Olympiades, donc les parcs, qui tirent le fil de la vie et de la destinée des hommes. Et donc j'ai commencé en micro-local, réellement, dans le quartier politique de la ville où j'ai grandi. Et l'idée, c'était de faire ensemble, dans la rue, avec tout type de public. Et l'association a grandi, la pelote s'est constituée petit à petit, et c'est par ces micro-actions qui sont devenues des actions plus importantes sur l'arrondissement, sur d'autres arrondissements. Et aujourd'hui, on intervient sur toute l'Île-de-France. Alors, vous êtes venu avec une installation qu'on aurait voulu vous montrer tout à l'heure, mais elle est à votre disposition et vous allez voir que vous allez être mis à contribution dès le déjeuner pour apporter votre part du fil de cette cohésion artistique. Concrètement, alors on va essayer de la décrire. Il y avait une table ronde sur laquelle étaient disposées des nappes, et donc vous avez sans doute pas entendu le nom magnifique de cette installation, qui est donc une nappe monde. Et magnifique, hein, le jeu de mots. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nappe monde et qu'est-ce qu'on va y trouver? Donc, la nappe monde, qui représente en fait toutes les nationalités que nous sommes, et enfin tout l'intergénérationnel et toutes ces personnes qui constituent notre monde. Elle a été réalisée au départ en EHPAD,
Donc c'était pour inscrire dans le temps des messages, des messages d'espoir, des noms, des prénoms. Et puis finalement, elle s'est développée avec tout un tas de publics qui ont envoyé des broderies par la poste pour agencer cette espèce de patchwork. Et donc en fait, vous êtes invités à laisser des citations, des messages, pour inscrire dans le temps. Voilà, à l'heure où les messages filent si vite sur tous les réseaux, l'idée c'est de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut transmettre et de le broder. Et cette installation, elle est particulière parce qu'elle est visible grâce à de la lumière noire. Donc on est comme dans un espace avec des constellations. Et donc on peut découvrir ce projet comme si on était dans un univers cohérent et de système. Mais on peut y poser, donc tout à l'heure, vous serez invité à y poser votre message interstellaire, peut-être le message que vous avez envie de laisser à l'humanité. Et moi, je vous en ai fourni un. Alors, je ne vais pas le broder, vous pourrez broder aussi, si vous le souhaitez, mais au minimum, laisser un message qui, lui, sera brodé. Et j'ai entendu une phrase d'un chanteur qui s'appelle Aldebert, qui faisait référence à Peter Pan. Je pense que pour créer de la cohésion et innover, il faut peut-être l'avoir en mémoire. Il disait tout simplement « Attention de ne pas grandir trop vite, c'est un piège ». Voilà, et je vous ai offert cette petite phrase et j'espère la retrouver sur la nappe monde. Merci beaucoup Julie, on peut l'applaudir, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est ça aussi la cohésion. Merci. Et Julie, je précise qu'on vous retrouve tout à l'heure aussi dans la dernière table ronde de la journée entre 16h30 et 17h15, donc on aura beaucoup de plaisir à discuter un peu plus longuement avec vous. Avant d'achever cette table ronde, quelles sont les recettes transposables d'un territoire à l'autre pour favoriser la cohésion entre les générations ? Une phrase. Agissons ensemble. Donnons les moyens à chacun de grandir. Moi, je vais rester sur la confiance. Faisons confiance aux autres. S'appuyer sur l'intelligence et l'énergie. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous tous.